Bonsoir à tous. Applaudissements, tout ça. Bonsoir Jean-Luc Cano. Eh bien, bonsoir Nicolas. Bienvenue ici à Sub de Création. Merci. Pour cette émission spéciale narration, scénario, design narratif, je suis accompagné de Julien Blondel. Salut Julien. Bonsoir Julien. Professeur référent bachelor game design. On va aborder tous ces sujets et ils sont nombreux, notamment au travers de tous tes productions, parce que tu travailles vraiment, tu es un créatif multi-casquette, tu travailles sur une multitude de plateformes, de sujets, le cinéma, la série, la BD, tu es aussi réalisateur. On va essayer d'aborder tout ça. Est-ce qu'on peut peut-être dans un premier temps, par ton intermédiaire, te présenter et savoir un petit peu ton parcours en quelques mots? Ok, oui. Je suis Jean-Luc Cano, donc mon métier c'est scénariste. Je fais ça depuis une petite vingtaine d'années. Et là, je me rends compte que petite vingtaine d'années, ça fait quand même, ça vieillit un petit peu. Et comme tu l'as dit, en fait, je travaille dans beaucoup de domaines, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma, la série télé, la bande dessinée, ou même le manga dans pas très longtemps d'ailleurs. Et voilà, parce que je suis un peu passionné par l'écriture depuis très 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 longtemps. Et quand j'ai eu l'opportunité d'en faire un métier, en fait, j'ai jamais trop arrêté et j'aime bien ça. Ah mais alors, ce qui est un petit peu mystérieux, c'est comment on devient scénariste sur autant de sujets. C'est-à-dire que départ, il y a quoi? Il y a l'envie de travailler sur le principe de l'écriture, peut-être par l'intermédiaire peut-être du roman ou de la BD déjà à l'initiale, et puis ensuite il y a une somme d'opportunités qui t'ont été proposées. Comment ça s'est passé? Alors en réalité, moi j'ai toujours adoré lire et écrire, et le rêve de ma vie que j'ai pas encore réalisé, je sais pas si je le réaliserai un jour, c'est d'écrire des romans. Parce que je suis venu vraiment à la lecture depuis tout gamin, et c'est vraiment quand j'ai découvert Stephen King, qui est pour moi la plus grande référence, c'est la personne qui m'a appris à écrire. Et en même temps, pour la petite histoire, donc on va faire un petit 36-15 My Life, mon père était médecin à Montpellier, et il soignait le patron d'un vidéoclub. Et il avait passé un espèce d'accord avec lui en disant, écoute, je te soigne toi et toute ta famille, gratuitement. En contrepartie, mon fils, il vient quand il veut dans ton vidéoclub, il prend toutes les cassettes qu'il veut quand il veut. Et du coup, tout petit, j'allais dans le vidéoclub et je prenais tous les films qui passaient, les films d'horreur, les machins, donc j'étais traumatisé par 2-3 jaquettes. Tu sais, quand t'as les films d'horreur comme ça, tu passes devant, hop, tu repasses, puis au moment, je voudrais ça. Et voilà. Et donc du coup, c'est comme ça qu'en fait j'ai pu voir énormément de films, de dessins animés et tout, et j'ai toujours été nourri par ces histoires. Et il y a les 3 films qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier, où je me suis dit, je sais pas ce que c'est, mais c'est ça que je veux faire. C'est en une semaine où j'ai été super malade, et donc du coup je regardais des films toute la journée, et dans la même semaine j'ai vu Conan le Barbare, Dark Crystal et l'Histoire sans fin. Et là je fais, allez, c'est bon, je sais pas ce que c'est ce métier, je ferai ça. Et donc j'étais parti, dans ma tête c'était ok, une fois que tu te renseignes un petit peu, tu commences à lire les SFX, Première, ce genre de magazines et tout, tu dis ok, je veux devenir réalisateur. Et je suis monté à Paris justement pour devenir réalisateur. Et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce que j'ai fait ça pendant pas mal d'années, que c'était pas ce qui me plaisait le plus en fait. Et ce qui me plaisait en fait, c'était justement d'inventer des histoires, et je prenais vachement plus de plaisir à bosser sur 5 ou 6 projets d'histoire en même temps, et multiplier les univers, plutôt que de bosser sur un seul projet de film ou de clip et de passer des années dessus. Je suis vraiment un mec je monte, je redescends vite en fait. Voilà. Je me permets, dans les références des films, t'as oublié les Goonies, c'est peut-être venu après. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est limite paradoxal de commencer ce métier en voulant raconter des histoires et de commencer par être réalisateur. Est-ce que tu te rappelles du premier boulot que t'as fait dans ce milieu et du moment où tu t'es dit, ça y est, j'ai trouvé mon métier, qui est peut-être pas le même d'ailleurs? C'est ça. En fait, moi j'ai commencé quand dans ma tête c'était, mec, sois humble. Si tu veux être réalisateur, si tu imagines qu'un tournage c'est comme une pyramide, t'as le réalisateur qui est au-dessus, tu dois être capable de connaître tous les métiers des mecs qui bossent en dessous de toi, entre guillemets, c'est pas une question de hiérarchie, mais tu dois être capable de parler à n'importe quel technicien. Donc moi du coup j'ai commencé en étant électricien, machiniste, régisseur, cadreur, assistant réa, tu vois, et je faisais plein de trucs. Et à chaque fois,
J'allais voir les producteurs avec qui je travaillais, tu vois, qui m'engageaient sur des trucs en disant putain, il est bien ton réal. Je suis sûr, je peux faire vachement mieux. Donne-moi une chance, tu vois. Jusqu'au moment où t'as un prod qui fait vas-y, tu me casses les couilles avec ta grande gueule. Ça fait 10 clips qu'on fait ensemble. Tu sais quoi? Voilà. On m'a proposé de faire le clip pour un artiste. Bah vas-y, t'écris, écoute la chanson et propose-moi une idée. Et du coup, bah on a gagné la compète. J'ai fait ce clip-là. Je me suis dit putain, c'est cool, ça me plaît. Et en parallèle, j'ai fait pareil pour faire un court-métrage, tu vois, où j'ai donné un truc à un producteur, il m'a dit, putain, c'est marrant. C'est à l'époque, je bossais au Festival de Cannes, j'étais électro au Festival de Cannes. C'est-à-dire qu'en gros, je mettais les projos sur les marches. Donc, t'es en costard-cravate et tout machin. T'as un mec qui cadre, t'as un perchman au-dessus de toi. Et une fois qu'ils ont fait les premières marches, parce qu'il y a 2 marches le soir, toi, t'es avec ton costume, tu prends ton échelle, tu montes, t'enlèves les gélatines des projos, tu les changes. Tu redescends, t'attends 1 heure et tu fais la montée des marches suivantes. Donc j'ai fait ça pendant 15 jours. Et à la fin, je suis allé voir les producteurs en disant putain voilà, moi aussi j'écris, je fais des trucs et tout. Et ils m'ont dit bah écoute, si tu finances ton court-métrage, nous on te paye toute la post-prod. Du coup, j'ai pris tout mon salaire de Cannes. J'ai plein de copains que je m'étais fait en technicien. J'ai dit bah les gars, si on se retrouve à Paris, si je finance un court-métrage, vous venez tous. On dit on vient tous, on ramène le matos. Et du coup, j'ai fait mon premier court-métrage comme ça. Alors, on va profiter justement de ce petit intermède pour passer la première partie de l'émission qui s'appelle l'immersion. Très bien. Alors, dans l'immersion, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on aborde, je dirais, les principes de recherche. C'est-à-dire, c'est quoi une étude pour parvenir à trouver un scénario, peut-être à des éléments de référence. Et on sait qu'il y a le studio Dontnod qui est venu nous voir la saison dernière. Et on avait abordé Remember Me. On avait abordé Remember Me et évidemment tout le travail de scénario qui avait été mis en place, notamment qui a servi par la suite pour faire Life is Strange. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont Remember Me est arrivé jusqu'à toi? Quelles ont été en fait tes contraintes et puis notamment puisqu'on parle de l'immersion, les éléments de recherche sur lesquels tu t'es appuyé pour aborder ce projet? Alors, bah écoute, en plus c'est bien parce qu'on avance un peu chronologiquement, c'est assez rigolo. Donc du coup, j'étais réalisateur à Paris et c'est à peu près à cette époque où nous on s'est rencontrés avec Julien par l'intermédiaire d'un copain à nous qui s'appelle Alexis Briclot, qui est concept artiste, je sais pas si vous connaissez, qui est un des fondateurs de Dontnod, et on était très potes à l'époque. Il m'a dit, écoute, on est en train de réaliser un proto et tout, est-ce que tu veux pas, vu que tu sais réaliser et parler aux comédiens, diriger la motion capture du trailer qu'on va faire? Moi, j'avais jamais dirigé de la motion capture, je connaissais par cœur la technologie, en tout cas, que j'ai vu dans les making-of. Je dis, oui, s'il suffit de parler aux comédiens, je peux me débrouiller, et puis voilà, tu mets des techniciens, enfin des animateurs autour, qui eux vont gérer leur partie, je peux 100% faire le job. Du coup, on fait toute la prépa du tournage, etc. On réalise ce truc, et moi j'arrive à Dontnod, je fais mais c'est qui va faire les caméras de tout ce qu'on a tourné? Et là t'as le game designer qui était responsable du fight à l'époque, il fait moi j'ai posé les cams. Je dis mais frère, c'est pas ton métier. Il fait non, mais il y a personne pour le faire. Je fais si vous voulez, moi je le fais. Juste vous m'apprenez à me servir d'Unreal et du logiciel. Et je pense que je peux cadrer des trucs un peu bien parce que c'est un peu mon métier quand même de réalisateur. Et en plus, vu que je viens de diriger la motion capture, je vois à peu près ce qu'on a fait comme mouvement, ça peut être sympa. Du coup, j'ai commencé à rentrer à Dontnod comme ça. Bon, je devais être dans les 10-15 premiers, tu vois. Aujourd'hui, on est 300. On a une idée du truc. Et une fois qu'on a fait ça, moi je dis mais attends, mais le jeu sur lequel on bosse c'est quand même hyper cool et tout. Il y a un scénar. Il me dit bah non, il y a pas de scénar, il y a un univers. Voilà, ça va se passer à Paris en 2084. C'est Alain Damasio, le romancier de l'Ordre du Contrevent et tout, qui va développer l'univers et qui cherche à développer un pool de scénaristes. Je dis ouais mais les gars, moi c'est mon métier aussi. J'aimerais bien rentrer là-dedans parce que surtout que en plus vous venez de me dire que vous vouliez continuer à ce qu'on bosse ensemble en tant que réalisateur et réalisateur des cinématiques. Le mieux quand même pour mon boulot, c'est d'avoir un pied dans le scénario et de comprendre un peu l'univers dans lequel je travaille et même de donner des inputs, etc. Et résultat, je suis rentré dans l'espèce de pool de scénaristes qui avait créé Alain. Donc c'était assez intelligent de sa part parce qu'il avait pris des gens qui venaient d'univers complètement différents. Il avait pris donc moi qui viens de l'univers dans l'audiovisuel, du clip et de la fiction, parce que je commençais à bosser aussi en télé, un peu en écriture à l'époque. Et autour de nous, il y avait des scénaristes. Il y avait une scénariste qui bossait à l'époque sur Plus belle la vie. Il y avait 2-3 romanciers de SF, des copains d'Alain, et tous ces gens-là mis tous ensemble, ça a créé, en fait, on a bossé pendant 6 ou 7 mois, et on a créé un document qui faisait 1500 pages, ce qu'on a appelé le tank, parce qu'à l'époque, Remember Me, le nom de code du jeu, c'était Adrift, et ça voulait dire The Adrift Narrative Kit. Et c'était, voilà, sur 1600 pages,
Quand vous les lisez, vous savez ce que c'est la vie en 2084 à Paris. Tu sais comment sortir, comment tu manges, comment tu dates, comment tu payes tes impôts, comment tu te déplaces. T'avais tout, t'avais la carte de la ville, t'avais voilà ce que c'est qu'un univers de la vie en 2084. Et de là, en fait, a découlé le scénario pur du jeu, qui a évolué pendant, on a fait 4 ans de prod. Le scénario, il a évolué pendant 4 ans, ça a été un peu un enfer, mais voilà. Du coup, c'est intéressant comme étape, parce que tu arrives contacté pour effectuer une prestation technique qui arrive plutôt à la fin, en post-prod, au moment de la prod et tout, sur les mock-ups. Tu te retrouves dans la team de scénaristes à l'époque où le métier de narrative designer, il n'est pas encore claquant au vent de la destruction, il est encore naissant. On commence à se rendre compte qu'il y a besoin de gens qui racontent des histoires pour le jeu vidéo et que ça va de l'autre des histoires. Et là, sur la collaboration sur Remember Me, vous avez une grosse étape de création d'une énorme bible, très jeu de rôle. T'es aussi le rôliste. C'était quoi vos contraintes créatives au moment du projet, en fait? Il y avait déjà des briques de game design, il y avait déjà des intentions, il y avait des éléments que vous vouliez adapter de romans existants. Alors, c'est rigolo parce que c'était vraiment dans cette étape de pré-production. On avait... Enfin, j'ai jamais connu un truc, une liberté pareille, en fait, où tout le monde est payé hyper correctement pendant super longtemps. En mode, allez-y, faites-nous un univers et prenez le temps de le faire. Le seul, et du coup, c'est un des seuls qui est resté travailler à Dontnod, c'était Stéphane Beauverger, qui est devenu donc narrative director chez Dontnod, qui avait déjà une expérience des jeux vidéo. Il disait, mais les gars, ce qu'on est en train de vivre là, c'est exceptionnel, ça n'arrive jamais, en fait. Et qui disait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est fantastique, sauf qu'il n'y aura pas un 5e de ça dans le jeu. Et pour la petite anecdote, il avait pris, une fois qu'on avait terminé notre mission, il a pris une enveloppe, il a mis un petit bout de papier dedans sur lequel il avait écrit, il a filé à Alain Damasio. Il a dit, ouais, tu vois ça, c'est ce qui restera de tout ce qu'on a fait, c'est ce qui sera dans le jeu définitif. Et le jour où le jeu définitif est sorti, Alain, il a ouvert le truc, et sur le bout de papier, il y a marqué Nilin. Et c'est le seul truc qu'on avait créé de base qui est resté dans le jeu à la fin. Pour répondre à ta question, les contraintes qu'on avait, c'était d'utiliser une mécanique, enfin, qu'on voulait faire un truc sur la mémoire. Et donc, du coup, on avait cette idée de monde où tu pouvais, en hackant les gens, prendre leur mémoire, soit de gré, soit de force, échanger tes souvenirs, partager des souvenirs et du coup, vivre des expériences tous ensemble. Et aussi, la modifier. Et donc, du coup, si tu modifies la perception de la réalité de quelqu'un, si tu modifies un souvenir, bah forcément, tu as un espèce d'effet papillon qui va t'amener à changer et à douter de ta réalité. C'est la seule, entre guillemets, chose sur laquelle on était sûr qu'on voulait travailler. Ça, et pareil, il y a plein d'aspects qu'on avait développés dans la Bible qui sont un petit peu dans le jeu, mais à peine. Tu vois, tout ce qui est urgence climatique, tous ces trucs-là, tu vois, on avait imaginé Paris avec une montée des eaux, on avait fait des simulations, genre comment ça fait s'il y a des trucs comme ça. Donc du coup, Paris était entouré d'une digue qui s'appelait le Mériphérique. Enfin, tu vois, on avait des millions de trucs. Et au final, il y a peu de choses dans le jeu parce que on fait un jeu, en fait, on fait pas un bouquin, quoi. C'est des étapes, les étapes de pré-prod, de Bible, où tu dois en général passer d'un pitch ou d'un brief. Par exemple, on a une technologie, on a une intention de feature, une intention de gameplay, ou alors dans l'audiovisuel, on a un public cible, une thématique centrale, et on part en pitch, puis en développement d'un contexte, d'une proposition, etc. Là, sur le jeu vidéo, la porte d'entrée, c'était quoi? L'expérience proposée aux joueurs, c'était une envie de feature sur le voyage dans le temps, enfin le rembobinage du temps, ou c'était des thématiques plus qui faisaient écho à la société à l'époque? C'était vraiment, je pense, de créer un univers qui a jamais été vu avant. C'était vraiment Paris en 2084, et c'est parce que même on savait même pas combien on allait faire de niveaux à l'époque. Tu vois, on pouvait dire, ouais, on va faire un scénario en 6 niveaux, peut-être en 8, attends, on va l'essayer en 9. Donc, du coup, tu vois, on n'avait pas une histoire. On a même eu une itération du jeu où on avait fait quasiment un open world avec un hub au milieu où tu pouvais, entre guillemets, un petit peu à la Zelda, choper plein de trucs à droite à gauche. Tu vas aller voir un marchand et tu upgrades ton stuff. Enfin, tu vois, on a eu plein d'itérations. Donc, du coup, c'était pas le scénar pur qui intéressait. À la base, c'était une création d'univers parce que on n'avait pas d'éditeur et on voulait vendre le projet. Voilà, donc c'était
cette promesse-là, voilà, vous avez le plus bel univers entre guillemets jamais créé en France pour un jeu vidéo. C'était vraiment là-dessus qu'on essayait de focus au maximum. Oui, avec de vrais enjeux, parce que c'était aussi le premier projet de Dontnod qui se montait, donc on n'a pas trop droit à l'erreur sur le côté séduction, positionnement, thématique. T'as continué d'accompagner le développement du projet ensuite. Est-ce que t'es allé jusqu'à la mock-up comme c'était prévu initialement, et qu'est-ce que t'as retrouvé de tes petits de création, de bible sur le résultat final? Alors, moi du coup j'ai fait toute la prod du jeu, donc en tant que directeur des cinématiques, enfin cinématique director et motion capture director. Et en fait, donc Stéphane Beauvarger, la personne dont je parlais tout à l'heure, qui lui est resté lead narrative designer, lui du coup c'est un mec qui a une force de travail de ouf, parce que même pendant la prod du jeu, le scénar changeait, parce que c'était le design en fait qui faisait évoluer le scénar. Typiquement, on avait deux ennemis, on avait par exemple des enforcers et des espèces de créatures qu'on appelait les leapers. Et ben parce que le jeu devait avoir une progression dans les ennemis, les game designers ont dit à un moment donné, il faut que Nilin combatte une alliance entre les enforcers et les leapers. Alors que tu vois, ça va rien à voir. Et ben lui, il a dû reprendre le scénar et expliquer comment des créatures des égouts pouvaient bosser avec des miliciens armés, de trucs. Donc tu vois, c'était vraiment le game design après qui a l'idée le truc. Et moi, mon métier, en gros, c'était de récupérer toutes ces scènes cinématiques qu'il écrivait, faire une petite passe dessus et organiser tous les tournages mocap qui à l'époque se passaient en Angleterre. Organiser, donc faire ce que j'appelais les shooting books. C'était en gros des espèces de gros documents qui partaient à toute l'équipe en Angleterre et à la team française en disant voilà, on va tourner toutes ces séquences, voilà le script de chaque séquence, voilà les props pour chaque scène, voilà les dimensions de chaque props, voilà le plan de travail jour par jour des trucs, voilà les coordonnées de tous les comédiens. Et en gros, c'est de leur amener, une fois que tu as pris ça, moi je pouvais crever dans le train, n'importe qui pouvait diriger la motion capture. Et voilà, ça a été mon boulot de diriger, parce que je savais que derrière, ensuite, je mettais tout dans la machine, et avec la team des cinématiques, on allait poser toutes les caméras et faire la mise en scène un peu de tout ça. Voilà. Et du coup, j'ai accompagné ça jusqu'au bout, du bout. Alors, en fait, est-ce que ce projet, qui t'a pris plusieurs années, c'est là où tu as basculé concrètement dans le scénario et dans la volonté d'écriture narrative? Parce que on passe de technicien, mais même plus à là, concepteur et scénariste, c'est quand même un autre métier. Bah en fait, moi j'ai jamais bossé pour une boîte. J'ai toujours été freelance. Donc du coup, Dontnod, j'y allais. Bon, au début, j'y allais un jour ou deux par semaine. Puis 3 jours, puis 5 jours, et puis après on y allait tout le temps, et puis on travaillait un peu tard le soir, etc. Mais moi, en parallèle de ça, je continuais toujours à essayer à travailler un petit peu en télévision, à essayer de bosser sur d'autres séries. C'était vraiment, je pense que le projet qui m'a fait vraiment switcher en disant vas-y, j'arrête en fait la réal, j'arrête d'essayer de démarcher des clips, parce que je continue à bosser à faire des clips un peu à droite à gauche et tout. J'arrête tout ça et je passe dans la pure création entre guillemets narrative et littéraire. C'est le passage à Life is Strange. C'est vraiment ce truc où je me suis dit vas-y, j'arrête de vouloir être réel, je m'amuse plus, je prends plus de plaisir en fait à faire tout ça, quoi. J'ai enfin la réponse à ma première question. C'est à quel moment tu as eu l'impression de dire j'ai trouvé mon métier, ou l'équilibre entre les différentes casquettes de mon métier, qui est de créer de l'entertainment de différentes façons, de partager des images, des histoires, des émotions, que ce soit par la réal, par des interventions techniques ou par la conception ou de l'écriture de l'histoire. Ta rencontre où tu t'es dit tiens, je me pose, ça y est, je fais le métier, j'ai trouvé mon métier ou mon ensemble de métiers, c'est Life is Strange. Ouais, c'est de me dire mec, parce qu'en fait ce qui s'est passé je pense qu'on y reviendra, mais tu vois, la création de Life is Strange, c'est une fois qu'on a sorti Remember Me, t'as les prods de Dontnod qui sont venus nous voir, donc moi qui était cinématique director, Michel Cor, Raoul Barbet et à l'époque Ronan Coiffec qui était lead designer, en disant voilà, on va rebosser sur des AAA, mais vous par contre si vous voulez allez bosser sur un petit jeu à côté, un petit truc un peu indé avec peu de budget et tout. La seule contrainte, c'est que vous utilisiez la mécanique du rewind qu'on avait créé pour Remember Me. Et en fait, d'être à l'origine du jeu, d'être dans une pièce avec mes potes, avec qui on avait traversé l'enfer sur Remember Me, enfin pas l'enfer, mais on s'était vraiment battu et tout, et me retrouver avec ces gens que j'adorais en mode ok, on a les mains libres maintenant. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Et ce truc-là, se dire, ok, là, je suis à ma place. Je suis là où je dois être et je suis là où je suis heureux, en fait.
Pour compléter cette partie liée à l'immersion, tu nous as effectivement décrit qu'il y avait toute une Bible qui avait été faite et comment effectivement on pense Paris en anticipation. Là, tu t'archives, tu regardes des documentaires. C'est quoi ta méthode ou c'est de l'instinct? Alors, il y a une partie d'instinct, effectivement, tu as raison, mais il y a énormément de recherche. Enfin, moi, je suis un gros consommateur de livres, de films, d'expositions, enfin vraiment. Et du coup, tu vois, par exemple, j'avais une de mes premières tâches quand on a créé le lore de Remember Me, c'était, tiens, pour la semaine prochaine, tu me trouves et tu me décris en 15 lignes une vingtaine de lieux remarquables à Paris en 2084. Et du coup, tu vois, je me suis plongé dans, c'était quoi les lieux remarquables à Paris en 1920. Tu vois, il y avait la ménagerie, il y avait les premiers zoos. Je suis, ah putain, cool. 2084, il y a plus d'animaux. Tiens, on va faire un zoo mémoriel. Où en gros, tu vas et tu t'insères des souvenirs de gens qui ont vu des animaux à l'époque. Tu vois, et en fait, c'était, tiens, il y a de la montée des eaux. Du coup, t'as le métro aérien, là, t'as le métro sous-marin où tu peux voir les anciennes gares, etc. Tiens, c'est marrant, à New York, ils avaient un projet à l'époque de faire des trucs avec des zeppelins et tout, machin, qui volent autour. Putain, est-ce que dans ce truc-là, il y a une gare aérienne? Enfin, tu vois, voilà. Et c'était, tiens, au Japon, il y a des trucs que j'ai vus. Ah, dans un film, j'ai vu un truc comme ça à l'époque. Putain, comment il s'appelle ce film? Merde, je sais plus. Mais voilà. Du coup, c'était un mélange de, ah, ça serait cool. Tu vois, tes idées de lieux que t'as dans une ville. Un quartier chaud, tu vois, comme à Amsterdam. Est-ce que tu peux te droguer ou machin? Où c'est, comment tu le fais à Paris? Est-ce que tu as des quartiers dédiés à ça? Tu vois, tu prends un peu les mégapoles et tu regardes les similarités. Et ouais, surtout, tu te renseignes, en fait. Tu essaies de voir ce qui marchait bien à Paris. Parce que tu avais toujours ce côté, c'est quoi l'exception française? Tu vois, les musées de l'érotisme ou des trucs et tout. C'est quoi l'érotisme à Paris en 2084? Vas-y, on essaie de faire un quartier comme ça. Il y a des réfugiés. Tu vois, est-ce que aux abords, la banlieue qu'on a aujourd'hui, tu vois, t'as Paris intramuros et t'as les banlieues autour. Est-ce que t'as pas un truc à l'extérieur du périphérique qui est une espèce de zone de non-droit et tout machin? Tu vois, c'est donc voilà, c'était beaucoup de renseignements aussi. Alors, on va aborder maintenant la partie conception. Alors, dans la partie conception, on sait qu'on va plutôt partir sur l'idée. La capacité d'aller générer quelque chose d'assez inédit en réponse notamment à un brief quand on travaille dans un cadre de commande. On va aborder ta partie scénariste pour le cinéma, notamment au travers de plusieurs projets. Tu peux nous parler de Girls with Balls ? Ouais. Girl with Balls, en fait, c'est le premier long métrage qui est sorti, que j'ai écrit et qui est sorti, qui était à la base, c'est un film qui a énormément évolué parce qu'il est sorti en 2019 et la version 1 du script, elle date de 2008. Donc c'est à la base un projet que j'avais écrit avec un copain qui lui est une sommité aussi dans son domaine. C'est un mec qui s'appelle Olivier Afonso et qui travaille chez CLSFX, qui fait des effets spéciaux de maquillage, qui est un des plus gros studios. Et en fait, ma meuf travaille dans ce studio-là et elle me le présente. Et du coup, on fait des films ensemble, tu vois, à l'époque où on est technicien. Et je dis, mec, putain, moi je suis scénariste, je suis réal. Donc à l'époque, en 2008. Putain, toi, tu es responsable des effets spéciaux, on croiserait pas les flux d'un film que tu as envie de faire, moi un film que j'ai envie de faire. Et vas-y, tu mets ta plus-value, moi je mets la mienne et on fait un délire. Et on écrit un film qui s'appelait Saison morte, où le principe c'était, en France, chaque année, 5000 jeunes disparaissent sans laisser trace. On a trouvé la raison, la chasse. Donc, on voulait faire un truc avec des chasseurs qui dégommaient des gamins, un slasher ultra vénère. Et au final, on s'est dit, putain, donc c'était vraiment assez hardcore. Et on s'est dit, en même temps, les films gore et tout, qui sont de notre culture, si on twiste un tout petit peu le curseur, ça devient hyper drôle. Donc, tu vois, entre j'ai très très peur et en même temps, ça me fait marrer. Et du coup, on a essayé de se dire, ok, comment on peut faire? Alors après, on a eu une idée, donc, toujours dans ce même délire. On est resté sur des chasseurs qui poursuivent des gens. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être rigolo? On s'était dit, à l'époque, ça pourrait être marrant si c'était une chorale. Et du coup, t'avais des mecs qui couraient en nob partout dans les bois et tout. Et au final, on a fini sur, non, c'est vachement plus drôle si c'est une bande de meufs. Et comme ça, on a un truc un peu girl power, déjà à l'époque, qui nous plaisait beaucoup. Et ce film-là, donc on a fait Girl with Balls et tout. C'est resté dans un tiroir pendant 10 ans, jusqu'au moment où il y a une prod avec qui je travaillais, une prod de clip, donc qui est C4, et qui me dit, t'as pas un long métrage sous le coude et tout, on a envie de se lancer dans le long métrage. Et là, je ressors ce truc-là, je dis, bah écoute, tiens, vas-y, ça a 10 piges, mais si t'aimes bien, on en fait un truc.
Ils ont mis 4 ans à le monter, et ça a été leur premier long métrage à eux en tant que boîte de prod, et notre premier long métrage à nous qui est sorti et qui a été acheté par Netflix. Voilà. Là, on a quand même pas un grand écart, mais presque entre un truc complètement déjanté, hyper assumé jusqu'au bout. Juste avant, on parlait de Life is Strange, on est sur de l'émotion, sur du ressenti, des histoires de frères-sœurs, de famille, du vécu. On rejoint Stand By Me ou les Goonies dans les références, j'imagine. Tu fais aussi de la bande dessinée sur des adaptations d'univers qui sont plutôt sérieux. C'est quoi le dénominateur commun entre tout ça? Le truc qui fait que tout ça, c'est quand même des univers ou des créations à toi. Et comment tu vends un film comme Girl with Balls? Comment tu pitches un truc comme ça? Alors, je sais pas si je peux dire que j'ai moins une marque de fabrique. En fait, je travaille tellement dans plein de trucs. C'est plus la marque de fabrique, c'est ce que je me fais. Est-ce que ça me fait kiffer de travailler dessus, en fait? Tu vois, il y a des fois où j'ai des idées où je me dis, putain, j'adore cette idée et tout machin. Putain, et j'arrive pas à la pousser. Et je me dis, bon, ben voilà, c'est pas un truc qui est forcément instinctif. Girl with Balls, ça m'a fait marrer du début à la fin. Et comme j'ai pris en fait, c'est le plaisir que je prends à ce truc-là. Tu vois, tu me connais bien, tu sais que j'ai des thèmes un peu récurrents qui reviennent. Maintenant, je peux pas les creuser sur tous les projets. Tu vois, ça, typiquement une comédie. Le seul truc peut-être qui reviendrait à la limite, c'est je pense que j'ai toujours essayé de faire des personnages féminins intéressants et pas juste des passe-plats et des tu vois, Nilin sur Remember Me, sur Life is Strange évidemment, Girl with Balls. Tu vois, on voulait pas passer sur des trucs. Je voulais, peut-être parce que je suis devenu papa d'une petite fille aussi, ça m'a fait penser, à repenser beaucoup de choses, mais j'ai toujours essayé de faire un truc, des personnages féminins forts et qui comptent autant que le personnage masculin. Voilà. Et la deuxième partie de ta question, c'était comment tu pitches, comment tu vends un projet Girl with comme Balls? Girl with Balls. Tu le pitches en disant que c'est une comédie de genre, en fait, où tu vas à la fois faire plaisir aux amateurs parce que c'est fait par des amateurs de genre et avec du sang, des effets spéciaux, des trucs, et à la fois tu vas faire plaisir à tous les gens qui ont envie de se taper un bon délire au cinéma, où ça va être rigolo, ça va pas être prise de tête. C'est vraiment, on le vendait ça comme un tour de grand 8. Tu t'es marré, machin, t'as pris un super bon moment, c'est rapide, c'est court, c'est vif. Hop, tu descends et t'as passé un bon moment et tu passes à autre chose. C'est pas un truc, c'était vraiment l'idée, c'était pas de se dire c'est quelque chose que vous allez garder comme putain, c'est le film qui m'a vachement ému et c'est un de mes films d'enfance que je garderai précieusement. C'est plus, là pour le coup, c'était un délire. Tu vends ça comme du pur entertainment. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on avance aussi toujours un peu chronologiquement. On a d'un côté des jeux vidéo, donc des réalisations, de l'autre côté des réalisations en audiovisuel. C'est l'époque où il y a eu les premiers projets bande dessinée, si je me souviens bien également, avec Stéphane Louis, tout ça, toute cette galaxie-là. À quel moment ça devient potentiellement frustrant de pas être à l'origine d'un nouveau projet et d'intervenir sur un projet en cours? Tu arrives au début avec une expertise technique, un savoir-faire, tu te mets ensuite à faire du scénario, du développement d'univers, tu lances tes projets à toi. Est-ce que tu arrives encore à rejoindre une team sans être à l'origine d'un projet? Alors, oui, complètement. Mon dernier taf, d'ailleurs là, que j'ai fait, c'est vraiment un truc de commande pour faire un prime time sur W9 avec des TikTokers. Et tu vois, j'ai rejoint une team de scénaristes. Voilà, tu vois, et le truc, je voulais pas le faire parce que j'ai regardé ce que faisaient les TikTokers sur TikTok, du coup, sur YouTube, n'importe quoi. Et je me dis, putain, ça me plaît pas, j'ai pas envie. Et en même temps, la team de scénaristes, c'est quand même des potes et je sais que je vais me marrer. Le réal, c'est un bon copain aussi. Et au final, j'ai passé 3 semaines à bosser sur ce projet. Je me suis marré du début à la fin. J'ai écrit des super sketchs. Ça a été tourné et c'est diffusé en septembre. Tu vois, et tu peux pas me mettre, enfin, moi, j'essaye tout le temps de mettre du mien dès que je bosse sur un projet. Et la frustration, elle vient dans le fait que plus tu t'investis, plus tu as envie que ce soit comme toi tu as envie. Et ça fait partie du job, en fait. C'est même salvateur, en fait. C'est-à-dire, quand tu es frustré, c'est-à-dire que t'as mis beaucoup de toi-même, tu vois. On le voit au travers des différents comédiens avec lesquels tu as travaillé. Alors, il y a Artus, il y a Happy New Year aussi, avec Kev Adams et Camille Lelouch. Ce sont des auteurs aussi par ailleurs, qui écrivent aussi. Comment ça se passe l'alchimie quand tu écris pour eux? Vous définissez les personnages, il y a des interactions.
Comment ça se passe? Alors avec Kev, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très particulière parce que je l'ai rencontré quand j'ai travaillé sur Soda. Et du coup, j'ai bossé sur saison 1, saison 2, sur les 2 téléfilms. Et on est devenus copains, tu vois. Et donc de là, on s'est dit, moi je commençais à travailler dans l'animation. Je dis mec, je rencontre une boîte. Putain, ça te dirait pas de faire une série d'anime sur toi? C'est genre à la base, on voulait faire une série sur l'enfance de Soda. Tu vois, genre on prenait les persos, on les mettait à la maternelle, enfin tu vois, ou non, à l'école primaire, on racontait tout ça. Ça s'est pas fait. Par contre, ça c'est devenu une autre série qui s'appelait Le Monde selon Kev. Et de là, en fait, est née une relation où moi j'ai écrit sur ces spectacles après. Tu vois, on a fait beaucoup de projets. Et Happy New Year, c'est un projet où pareil, pour le coup, celui-là, il est particulier parce que c'est moi qui en suis à l'origine. Et on a monté une boîte de prod avec des copains et on s'est dit, il nous faudrait un film pas très cher à faire, avec un bon concept pour que ce soit un peu notre premier long métrage. Et moi, je suis arrivé en disant, les gars, j'ai une idée, et si on raconte une comédie romantique qui se passe que dans un ascenseur? Je dis, bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est mignon. Je vois, mais là où ça peut être rigolo, c'est qu'en fait, le mec et la nana, à chaque fois qu'ils parlent, t'as les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent et ils rentrent dans les souvenirs. Donc, du coup, ça y a un ascenseur qui les amène dans le temps, dans l'espace. Et en gros, typiquement, tu vois, la première scène, c'est, tu vois, moi, j'ai grandi au Cap Ferré. Ah ouais, c'était cool. Et hop, t'as les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent. Ils sortent, ils arrivent sur la plage et t'as la cage d'ascenseur sur la plage. Tu vois, et ils sortent et il fait, tu vois, le petit gamin qui est là, ça, c'était moi, machin, etc. Ah ouais, et pourquoi? Cut. Il se retrouve dans l'ascenseur. Tu vois. C'est pas révolutionnaire, mais c'est mignon. Et ça nous a permis de faire un film qu'on a tourné en 12 jours pour pas grand chose et qu'au final, Netflix a acheté et l'a diffusé et ça a fait un carton. Tu vois, et donc, la relation qu'on avait avec Kev, c'est typiquement, mec, on a besoin, vu que ce film-là, on va le financer nous-mêmes, avec nos thunes, enfin, on va se débrouiller, on a besoin d'avoir des arguments massue pour pouvoir le vendre. Kev Adams, c'est 11 millions de followers entre son compte Insta et son compte Twitter. C'est une machine de guerre. Et quand tu vas sur Netflix en disant, voilà, on a une comédie romantique à sortir pour Noël avec Kev Adams, c'est un argument de vente. Et du coup, il a très bien compris. Et ça a été vraiment du donnant-donnant. On se sert de lui, se sert de nous aussi pour un peu changer son registre. Et voilà. C'est marrant quand tu le pitchais, le coup de l'ascenseur avec plonger dans les souvenirs, ça m'a rappelé les clés de bagnole de Laurent Baffy. Alors après, vous avez pas eu le même succès. Putain, ouais. Ça me permet de poser une question dont on a discuté tout à l'heure et qui est un sujet un peu d'actualité sur la partie conception justement, la partie pitch et production, mettre de l'argent sur un projet en espérant qu'il fonctionne. De plus en plus, puis toi t'en as fait l'expérience, les projets, films, séries sont passés à la moulinette d'algorithmes qui prédisent la météo de ça va fonctionner ou pas. Donc comment est-ce qu'on peut prédire le succès d'un film qui est un premier film avec des acteurs inconnus? Quelle expérience t'as vis-à-vis de ça et qu'est-ce que tu penses de ce recours à l'algorithme? Et ça anticipe la question sur ChatGPT qui arrive juste après, un petit peu de je pense que c'est une réalité. Ça existe et ça existe déjà depuis quelques temps à Hollywood et donc du coup ça commence à arriver en France, surtout sur les gros networks américains, c'est-à-dire sur Apple, sur Netflix, sur Amazon et sur Disney. C'est-à-dire que eux ils travaillent déjà comme ça aux États-Unis, ils sont arrivés en France en disant nous on travaille aussi comme ça. Pour Happy New Year par exemple, ils ont pris le script qu'on avait écrit, ils l'ont mis dans la machine en disant voilà, les comédiens c'est Kev Adams, Camille Lelouch, on va sortir ça à Noël. Voilà. Et la machine avec vous ferez entre tant et tant de vues. Et on a fait exactement entre tant et tant de vues. Donc c'est cool parce qu'ils avaient déjà acheté le film, tu vois. Sauf que là où ça devient, et là où ça va devenir compliqué, c'est qu'à une époque, la grande époque du cinéma, t'avais des gens qui regardaient des scénars qui disaient putain, ça va être compliqué, mais tu sais quoi, j'y crois, on va y aller. Là, j'ai peur, et c'est pour ça qu'on va essayer de pas de se battre, parce que ça va devenir une réalité, mais de faire avec et d'essayer de faire ça intelligemment. Aujourd'hui, on va recevoir des scripts, et les mecs vont le mettre dans la machine, ils vont dire, ok. Donc si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait des comédiens A-list de temps, non. On n'aura jamais, je dis n'importe quoi, Jean Dujardin dessus. Bon, on va pas le faire. Tu vois? Faut pas que ce soit régi par ça. Par contre, ça va passer par des trucs comme ça. C'est-à-dire, il y aura plus de projets de cœur. Et le principe de l'intelligence artificielle, c'est que c'est de l'intelligence, c'est-à-dire que c'est froid, c'est factuel, c'est pragmatique. Le film, le cinéma et les projets se font aussi avec le cœur. C'est-à-dire que, ok, c'est complètement fou, c'est complètement débile comme projet, putain, tu sais quoi, on va y aller. Girl with Balls, ça a été fait parce qu'on a eu un producteur qui s'est battu comme un chien pour aller arracher des financements et parce qu'il croyait au projet. Si sur le papier tu avais mis Girl with Balls dans un algorithme,
ça va pas marcher des masses, tu vois. C'est 7 meufs, il y a pas de tête d'affiche, personne les connaît. C'est un film un peu niche. Eh ben non, t'as quand même des mecs qui y sont allés. Je pense qu'il va falloir trouver cette espèce de juste milieu en disant oui, on fait quand même une industrie. L'audiovisuel, le cinéma, les jeux vidéo sont une industrie. On a besoin de rentabilité, mais on a aussi besoin de faire des films et des projets auxquels on croit, parce que sinon, on fait que des produits et donc forcément, ça sera de la merde. Mais c'est vrai que comme tu le dis, encore heureux qu'il reste encore des gens qui produisent, qui soutiennent, qui supportent vraiment des projets de création pour des raisons qui sont pas des raisons financières uniquement. On est passé d'un milieu qui était dominé par la production, au sens où si on n'a pas de producteur, le film ne se fait pas, à un milieu qui est quand même massivement dominé par les diffuseurs. Donc les attentes, les cases à remplir, les créneaux, la concurrence entre les plateformes, etc. Est-ce que toi tu l'as senti, t'as senti cette bascule-là dans ton travail sur l'audiovisuel, et est-ce que tu la sens aussi sur d'autres médias connexes, type jeux vidéo, le côté diffusion, plateforme, produit fini, qui font que la création est modifiée, c'est pas les mêmes pressions? Écoute, oui, enfin en tout cas ce que tu dis est extrêmement juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait, en tout cas dans l'audiovisuel, on travaille pour des clients. C'est-à-dire que typiquement, moi j'arrive demain, toi et moi, on crée un truc, c'est un super space opéra qui se passe dans des galaxies, ça va être une révolution. Ça sert à rien, on ne le vendra jamais en France. Voilà. Les clients d'aujourd'hui, il faut savoir adapter son envie au marché qui va sortir. Et quelque part, en France, on peut faire de très belles choses, mais ça reste aussi frustrant. Et voilà. Dans le jeu vidéo, c'est un petit peu différent dans le sens où ça a toujours été dès le début une industrie. C'est considéré maintenant comme un art à certains niveaux, mais ça a toujours été le jeu vidéo. Au départ, le cinéma, ça a été un art, et ça devient entre guillemets quelque chose de marketing. Le jeu vidéo, dès le début, c'était pour vendre et pour vendre des consoles, et donc il y a eu un peu moins d'évolution, je dirais. Mais par contre, maintenant, la décision des diffuseurs, des distributeurs de jeux vidéo, des éditeurs, pardon, on va chercher le mot, sont aussi motivés. Il y aura j'ai l'impression que les jeux indés tels qu'on les fait, en tout cas nous, la team Life is Strange, etc., seront de plus en plus niches, en fait. Tu vois, ça sera une catégorie de jeux. Il y aura les trucs mainstream vont être très mainstream. Tu vois, les gros Zelda, les grosses prods Ubisoft ou Naughty Dog, etc. Ça va devenir le mainstream, et à côté les petits jeux de niche. Mais alors, est-ce que le film d'animation demeure pas un endroit, un secteur dans lequel quand même l'innovation, ou en tout cas la prise de risque, peut être plus importante? Là, par exemple, on voit les aventures de la couille cosmique. Et donc là, on est quand même grosso modo dans un gros délire, hein, on peut le dire. Est-ce que y a pas là quand même une place pour la fantaisie et je dirais des productions particulières? Alors oui, l'animation, ça reste, enfin, c'est paradoxal encore une fois. C'est-à-dire que l'animation, c'est à la fois ça part à la fois de Disney, Pixar, qui font des énormes blockbusters extrêmement, parfois très intelligents pour toute la famille, et on a le côté petite prod indé, où ça, on peut se permettre de faire des délires comme ça, parce que de toute façon, ça va être vu, ça sera sur YouTube et sur Canal à l'époque. Tu vois, voilà, c'est comme les jeux vidéo. Tu peux faire des très bons, très petits jeux vidéo, et il y a des perles en indé qui sortent, alors que ça a été fait par des équipes de 4-5, il y a des chefs-d'œuvre. Comme tu vas avoir des jeux à 4, 5, 500 millions, tu vois, des GTA. C'est pareil dans l'animation, en fait. C'est pas un système à part. Ça fonctionne de la même manière avec les blockbusters et le mainstream, et de temps en temps des petits trucs indés, et parfois t'as un truc indé qui pète. Nous, on a eu la chance de le vivre avec Life is Strange. Mais là, tu vois, quand on faisait la couille cosmique, c'était parce que pareil, moi je suis toujours très pote avec Bat et Gaël, et le studio d'animation avec qui je bossais me dit mais tes potes, ils voudraient pas faire d'animation? Et du coup, moi je réfléchis et je commence à avoir un peu cette idée de concept de voyage un peu partout, etc. et tout. J'appelle Gaël, je dis bah ouais, si ça vous dirait pas de faire un truc d'anime avec Bat? Voilà l'idée que j'ai. Maintenant, on en parle ensemble et tout machin. Et on a trouvé, et on a eu des producteurs qui ont réussi à vendre ça, mais parce que c'était pas cher. Tu vois, c'est le budget global de la saison 1, ça doit être 400 000 €. Tu vois, donc c'est que dalle. Tu vois, quand t'arrives en te disant ouais, je vais faire un long métrage, ça s'appelle Bat et Gaël, les aventures de la couille cosmique, ça va coûter entre 30 et 40 millions d'euros. Tu vois, ça va être Illumination et tout. Donc déjà, ils vont te dire oh, la couille cosmique, évidemment que non. Si on met 40 millions d'euros, toutes les scènes comme ça, on va les enlever. Là, on est relativement libre parce que c'est pas cher. Enfin, tu vois, et c'est un truc niche. Donc forcément, quand c'est niche, le gars,
t'as au moins le plaisir d'avoir la liberté. C'est assez révélateur. C'est vrai que tu t'es d'autant plus libre que tu as moins la contrainte financière. C'est valable dans toutes les industries quand t'as pas forcément d'attente ou d'obligation. C'est vrai que dans l'animation, il y a aussi des traditions de type Marc Dupont-Avis, tu vois, qui depuis longtemps ont ancré peut-être même un segment d'animation qui est déjanté, qui parle autant aux adultes, qui est un peu les Simpsons qu'on peut avoir nous en France, enfin, en termes de et ça s'inscrit là-dedans, je pense. À quel moment tu as commencé l'animation et tu continues à en faire, tu bosses avec les amis de la Chouette Compagnie, notamment, donc fait coucou à Sylvain et autres. Ça représente quelle part aujourd'hui là ton activité, l'anime? Aujourd'hui, cette année, enfin en tout cas ça fait 2 ans que c'est devenu une assez grosse part de mon activité, parce que je développe beaucoup de séries avec la Chouette, parce qu'effectivement je m'entends extrêmement bien avec cette équipe-là. Et il y a aussi le principe de te dire, bah voilà, ce que je ferai jamais en film, ce que je ferai jamais en série télé, parce qu'on est en France. Putain, en animation, j'ai l'opportunité de le faire. Tu vois, de développer des univers. Comme on disait dès le début, on est des gens qui aiment bien bosser sur des univers un peu vastes, un peu étendus. Aux États-Unis, il y a plusieurs débouchés pour des univers comme ça. En France, l'animation ou la bande dessinée ou le manga, c'est un peu, tu vois, pour des univers créés de toutes pièces, les seules possibilités de sortie. Et du coup, bah voilà, là, je suis en train de développer un projet qui est un projet perso, qui à la base est destiné à l'animation, mais vu l'univers et l'univers est tellement vaste qu'on va d'abord en faire une série de mangas, ensuite une série de bande dessinée pour essayer de créer tout un lore, et on va insérer la trame de la série d'animation au milieu de ce truc-là. Mais voilà, c'est pas. Mais en tout cas, ouais, l'anime, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que il y a encore beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression. Et ben on va en profiter de cette perspective d'univers pour cette fois-ci aborder la 3e partie, qui est la formulation. Alors dans la formulation, on va aborder encore un autre secteur dans lequel tu t'illustres, jeu de mots, c'est évidemment la bande dessinée. En tant qu'auteur, scénariste, est-ce que tu peux nous parler de ton immersion dans ce secteur-là, par l'intermédiaire peut-être déjà de 42, ou c'est plutôt Elric à la base? Alors, à la base même, c'est une autre série qui s'appelait Zack Black Hole. En fait, encore une fois, c'est venu de rencontres, et la chance que j'ai eue, c'est que je suis pas mauvais pour faire ce que je fais, mais c'est surtout, j'ai toujours été entouré de gens extrêmement bons et avec qui j'ai eu la chance de bien m'entendre, parce que qui sont devenus des amis. Typiquement, la bande dessinée, c'est venu parce que mes colocataires de l'époque étaient 2 frangins. Il y en avait un qui était dessinateur et l'autre était coloriste. Et ils m'ont dit à un moment donné, viens, on fait un truc ensemble, tu vois. Et donc on a fait une première BD. Elric, je suis venu parce que à la base on est copains avec Julien. Et il m'a dit, mais mec, Elric, c'est un de tes héros préférés et tout. Tu peux venir bosser avec moi sur la série. Tu vois, la série 42, c'est venu parce que j'étais pote avec le dessinateur, parce qu'on était toute une bande et tout, et un soir on boit des coups et en se mettant des bières, il fait tiens, ma série Tessa Agent Intergalactique, on va faire une série de spin-off qui va s'appeler 42, et je vais faire des petits albums aux copains et tout. Il fait, ça te dirait pas d'en faire un? Et du coup le premier je l'ai fait avec l'ex-copine de Julien, celui-là. On est dans les dossiers. Voilà, on est dans les dossiers. Voilà, Rouvin, big up à Anne. Donc du coup, et c'est des fins de discussion de bar en fait, tu vois, c'est putain, ça te dirait pas de faire un truc? Vas-y, feu, on y va. Et voilà, c'est que des connexions, c'est le métier, à mon sens. Tu me dis si vous partagez ça, mais notre métier, c'est qu'un métier de relation. T'es pas tout seul dans ta grotte en disant tiens, vas-y, lisez ça. Ça marche pas, t'es obligé de t'ouvrir au monde, et c'est parce que tu vas écrire des trucs que tu vas rencontrer des gens qui vont te permettre de rencontrer d'autres gens, qui vont te mettre en relation. Et putain, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie, c'est trop cool. Hop, vas-y, je vais essayer cette nouvelle corde à mon arc, c'est génial, je me régale. Et tu rends l'appareil aussi, tu vois, et c'est ça qui est assez cool. Après, alors, je comprends tout à fait, puis ça me rappelle de très très bons souvenirs aussi. Enfin, toute cette génération d'auteurs, certains qui sont découverts auteurs par la bande dessinée, qui sont partis sur d'autres horizons. T'as la chance aussi d'être particulièrement à l'aise en société,
Oui. avec des guillemets. Et je pense que ça aide beaucoup aussi pour rencontrer. L'alcool aide beaucoup. Voilà. C'était l'origine des guillemets. Non, c'est vrai que je pense que ça aide beaucoup. Là, on discute et je pense qu'on va être, tu vas pouvoir intéresser des gens qui aimeraient créer, qui aimeraient écrire, qui savent pas forcément par où commencer. Le fait d'écrire tout seul dans sa grotte et ensuite de sortir un truc, c'est une démarche plutôt artistique. Et le fait de travailler, de mettre les mains dedans, de bosser à plusieurs, c'est une démarche plutôt d'artisan. Tu te sens plutôt artisan faiseur. Et est-ce que la BD, ça a été un format où, techniquement, plus complexe à appréhender, parce que c'est pas les mêmes étapes d'écriture, de découpage, de collaboration. C'est quoi la différence en termes de médias, de support et d'étapes de travail? Bah moi, je te cache pas que quand j'ai commencé dans la BD, je me suis rendu compte, quand t'écris un script, t'as les images de plans et t'essayes justement de faire traverser tes plans dans ton script, vraiment dans le document script. La bande dessinée, une fois que t'as écrit ton histoire, ce que tu fournis au dessinateur, t'es bien placé pour le savoir, c'est ok, bah voilà, mon histoire est découpée en séquences, ma séquence elle est découpée en planches, ma planche elle est découpée en cases, ma case elle a 3 bulles. Dès le début, en fait, dès ce que tu vas donner au dessinateur, tu dois faire ton découpage technique dans la tête. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois te poser en disant, ok, je relis mon script, je relis ma séquence. Ça, comment je l'imagine? Ok, plan large. Donc tu commences et tu fais des espèces de, tu vois, comme moi, tu vois. Tu dessines sur ta feuille, ok, on va commencer par une grande truc, ensuite 3 cases comme ça, on va faire des moitiés de visage, et tu mets des premiers bouts de dialogue. Mais ça, rien que pour ancrer ça, on rentre vraiment dans du micro très très rapidement. Alors que pour moi, dans mes autres domaines, tu pars d'un truc extrêmement large et tu resserres petit à petit à chaque étape. Dans la bande dessinée, tu vas très très vite vers le détail. Tu as eu l'occasion d'ailleurs de travailler sur du clip musical, sur du court, sur du trailer, sur des formats vidéo assez denses. Tu retrouves pas le même parallèle dans la BD d'aller directement sur le choix du plan, le cadrage, le côté extrêmement précis? Pas tant en fait, parce que par exemple sur du clip, t'écoutes le morceau, tu fermes tes yeux, enfin en tout cas moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est ok, c'est quoi les images qui viennent? Ok, bah ça serait rigolo, on va faire ça dans le désert, puis il y aura ça, et tu vois, t'as 2-3 plans qui viennent, et après de ces trucs-là, t'essayes de les uniformiser pour pas faire des shoots à la con. Tu fais ok, le master ça va être ça comme ça, le deuxième, t'essayes de les organiser. La bande dessinée, c'est que t'as déjà ton histoire du début à la fin que t'as écrite en espèce de traitement, mais par contre ce que tu vas donner à faire au dessinateur, c'est déjà quelque chose d'hyper précis. Tu vois, et du coup, tu vois, t'as pas vraiment le droit à l'erreur, parce qu'une fois que t'es bordé et que t'as la planche ancrée, tu vois, c'est rideau en fait. Tu vois, la Pierre Denis avec qui je travaille sur ma BD, lui, il a voulu les 140 pages de la BD, toutes bordées et dialoguées. Et il m'a dit, on reviendra sur les dialogues une fois que ce sera terminé, tu vois. Et lui, il voulait pas aller, comme on fait sur la ligne, blablabla, blablabla, oh bonjour. Non, je veux la ligne de dialogue pour avoir l'intention du perso et faire son visage. Et là, tu fais, putain, tu rentres directement dans le script définitif, quasi. Dans le cadre de la BD, c'est quoi tes références? C'est Metal Hurlant, c'est la bande dessinée américaine, c'est les comics books, c'est plutôt le manga. C'est tout ça mélangé parce que tu es une éponge, tu absorbes toutes ces références. Eh ben écoute, je te dirais que ouais, effectivement, c'est vraiment tout ça mélangé. Moins Metal Hurlant parce que c'est pas ma génération et je suis venu vachement plus tard. Parce que c'est au moment tu digues, tu vois, tu vas chercher, putain, oui, il y avait ça aussi à l'origine. Tout le monde me parle de Druyer, de tous ces trucs là, j'ai jamais lu et j'ai découvert Druyer le jour où on a fait l'expo à Elric à Glénat, tu vois. Mais par contre, moi j'ai jamais été un fan de franco-belge, tu vois, j'ai toujours détesté Tintin par exemple, parce que j'ai commencé hyper tôt à aller voler les Strange de mon daron et de mon parrain, les Conan de Romita Junior, de Buscema et tout machin, tu vois, c'était vraiment là-dessus. Et du coup, quand t'avais pas, tu fais, ah, ben moi je lis Tintin. Je fais, ah, c'est dégueulasse. Voilà, enfin, tu vois, en plus, j'ai jamais été, quand tu vois la mort de Jean Grey et tout machin, et t'as Tintin qui fait, est-ce que ce serait pas Dupont et Dupont? Je fais, putain, non, je suis désolé, il y a de la dramaturgie, il y a des trucs qui me touchent tellement puissamment dans les X-Men et dans tous mes trucs de comics que bah j'ai eu d'abord un petit rejet pour Astérix, pour tous ces trucs là. C'était pas mon métier. J'y suis venu un peu plus tard où je reconnais évidemment le génie du Derzo et Goscinny, toujours pas sur Tintin, c'est vraiment un truc où j'ai du mal de ouf, mais non, mais par contre j'ai vraiment découvert la bande dessinée pure franco-belge avec Aquablue,
Et c'est vraiment le truc qui m'a mis une énorme gifle à l'époque, d'ailleurs. Vatine. Kaito. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la BD est toujours aussi en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a Frank Miller, donc dans le cadre, là on a cité les années 70-80, Frank Miller forcément, et dans le cadre du découpage, est-ce que tu te ressens plus d'ailleurs dans un cadre, je dirais un peu formaliste comme les scénaristes le sont, je dirais à l'américaine où tout est découpé, hyper découpé, ou est-ce que tu es plutôt dans un cadre Frank Miller qui fait aussi scénario dessin mais qui va essayer de trouver à chaque fois des astuces graphiques, et c'est un travail de collaboration avec le dessinateur? Comment ça se passe? C'est ce que je vais te dire, c'est vraiment un travail de collaboration avec le dessinateur. Il y a des dessinateurs avec qui j'ai travaillé qui adorent, qui me disent ok, envoie-moi juste la planche même sans le découpage, avec juste des intentions, mais des dialogues. Ok, et lui me propose un truc. Et à l'inverse, t'as Pierre Denis par exemple qui me dit non, moi je veux la planche, la case, je veux ton intention. Et après, lui, il va se réadapter en disant bah non, ça, j'ai pas pu le mettre, là, il y a trop de cases, il y a trop de trucs. Et il refait à sa sauce. C'est vraiment. En fait, c'est encore une fois, ça dépend du collaborateur que tu as en face. Voilà. C'est quoi l'histoire que tu n'as pas encore adaptée, que tu rêverais d'adapter, spécifiquement en BD? C'est une histoire de Stephen King. Je sais pas laquelle exactement. Si, je sais laquelle exactement, c'est la même que la tienne, de toute façon. Mais. Non, ça serait une histoire de Stephen King. Typiquement, je vais pas dire le corps parce que c'est un machin. C'est-à-dire, j'ai montré à ma fille Stand By Me pour la première fois il y a 3 semaines. Ça serait, j'aime beaucoup Machine Divine à traitement de texte. Je pense que ça ferait un super one shot. Et sinon après le rêve absolu, mais ça a déjà été fait plutôt bien en plus chez Marvel, c'est la Tour Sombre, qui était fait par Jay Lee et Robin Furr. C'est plutôt cool d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Voilà. Mieux en BD chez Marvel qu'au cinéma, si on peut sortir les gros dossiers. Ouais. Alors oui, évidemment. Par contre, là ça y est, ils ont annoncé avec le mec qui a fait Bly Manor, qui est Mike Flanagan, qui reprend ce dossier-là. Et je te jure, j'ai tellement peur. Je pense qu'il est bon, le mec. Je pense qu'il peut faire un truc très très bien. Mais c'est tellement un truc auquel il faut pas toucher, à mon sens. C'est putain bordel. Arrêtez d'adapter des trucs inadaptables. Enfin, de la créa pure. Alors, un exemple pareil rapidement sur le même registre de trucs auxquels il faudrait pas toucher du tout. La Tour Sombre. La Tour Sombre. On continue sur la BD encore quelques secondes. En fait, la BD, c'est aussi rentrer dans des univers et c'est refaçonner des univers. En l'occurrence, que ce soit Elric ou que ce soit 42, c'était plutôt des exemples de spin-off dans lequel tu intégrais une nouvelle dimension à des personnages déjà existants. Tu nous as parlé de ton projet manga qui provient d'une idée originale de toi. Ouais. Là, c'est encore une autre forme de responsabilité par rapport à l'histoire et au projet. Complètement. Il y a ce projet manga effectivement, et là il y a une autre BD qui est en cours qui va sortir en 2024. Et pareil, tu vois, j'en parlais quand on avait fait le talk dans ta classe. La BD qu'on est en train de faire, donc qui sera 140 pages chez Delcourt. Le script de cette BD, c'était censé être le premier long métrage que je devais réaliser, et qui s'est arrêté alors qu'on avait le casting, la prod, tout, qui s'est arrêté à 2 semaines du début de la prépa. Donc tu te dis, ok, on tourne dans 8 semaines, c'est bon, je vais faire mon premier long métrage, le script est là, et le film s'arrête. Donc, petit coup de moins bien. Et du coup, ce script, il reste pareil, encore une fois, dans un tiroir pendant 10-12 ans. Et là, du coup, je rencontre ce dessinateur, Pierre Denis, avec qui on discute, on se marre bien, on est des bons copains, etc. Il me dit, ouais, t'as pas une histoire pour moi, j'en ai marre de faire des trucs d'heroic fantasy, c'est des trucs comme ça. J'adorerais faire un truc contemporain. Je dis, bah mec, tiens, lis ça, dis-moi ce que t'en penses. Il m'appelle 3 jours après, il fait, bah c'est bon, ça part, on trouve un éditeur là-dessus et vas-y feu. Donc voilà, tu vois, et ça encore une fois, il y a pas de mauvaise histoire en fait. C'était peut-être pas le bon timing, j'étais peut-être pas le bon réalisateur parce que j'avais pas fait grand chose avant. C'était pas le bon casting, c'était pas la bonne prod, c'était pas la bonne époque, c'est pas grave. Ça n'enlève pas que l'histoire était pas mauvaise en fait, et que avec un petit peu d'adaptation, j'ai pas trop tapé dedans et tout machin, mais avec un peu d'adaptation, putain, elle marche encore 15 ans après, tu vois. Donc avec un peu de chance, dans 20 ans, quand il y a un gamin qui va ressortir cette BD, il va regarder, putain, c'est vachement bien, ça me touche, parce que ça.
ça fonctionnera, j'espère. Tu nous en parles un peu de cette histoire ? C'est ça coupe au montage. Non, bah non. Ouais, c'est un road trip entre deux potes. Les deux meilleurs potes, c'est deux frangins, quasiment, qui ont vécu toute leur vie ensemble, sauf qu'ils se sont pas vus depuis 1 an parce qu'il y en a un des deux qui est parti vivre aux Fidji. Et la BD commence avec le mec qui revient des Fidji, qui va voir son pote et qui fait « Mec, on a une fête de famille à Biarritz dans 4 jours. Je te kidnappe et on l'a fait tous les deux. On part en road trip, on fait Paris-Biarritz. On a 4 jours pour le faire. On part pas par l'autoroute, on part par les chemins de traverse. Comme on faisait avant. On refait les cons comme on était avant. » Sauf que le mec qui est resté, bah lui, dans sa vie, il y a tout qu'à changer. Il a trouvé une nana bien, il a envie de se poser. Et son pote derrière, il pense qu'à faire des conneries comme quand il était jeune. Et donc, du coup, bah, c'est 4 jours dans la vie de ces mecs qui s'aiment comme des frères, mais il y en a un qui a avancé et l'autre qui est resté au même moment. Et c'est, bah, qu'est-ce que t'as à dire? Et en gros, c'est quoi l'amitié, entre guillemets, masculine, avec tout ce qui est, tous ces on-dit, tous ces non-dits, tous ces sous-entendus, et tous ces putains de confessions que tu fais à ton frère que t'aimes plus que tout, quoi. Alors ça, c'est la transition ultime pour arriver à la dernière partie qui est l'exécution. Tu parles de road trip, forcément. On va parler de Life is Strange. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord le road trip, c'est peut-être, je dirais, l'incarnation la plus pure de ce qu'est la création d'une histoire, puisque on sait qu'un personnage doit évoluer d'un point A vers un point B. Il y en a un, en l'occurrence, dans ton cadre de projet, il y en a un qui est arrêté, l'autre qui est en mouvement. Ils sont tous les deux en mouvement dans un cadre spatio-temporel. Est-ce que cette Life is Strange, c'était votre approche quand tu as commencé à travailler sur le projet? Alors, Life is Strange, justement, comment est né Life is Strange? Donc, à la fin de Remember Me, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, ils sont venus nous chercher en disant, faites le jeu que vous avez envie de faire, mais utilisez cette mécanique du rewind. Et vraiment, du coup, tout est né d'une contrainte. Enfin, j'aime pas le mot contrainte parce que c'est péjoratif, mais bon, parlons de ça. Tout est né d'une obligation d'utiliser une contrainte, donc le gameplay. On devait faire un truc comme ça. Mais à partir de là, nous, on voulait faire aussi, on avait cette envie, parce que c'était l'époque où tu avais les jeux de Telltale qui commençaient à cartonner, tu vois, les premiers Walking Dead, les jeux à choix. Et dans un même temps, tu avais... merde, comment il s'appelle? Tu avais Quantic Dream qui avait sorti Heavy Rain, qui avait été une énorme gifle en disant, ben voilà ce qu'on peut faire. Et nous, quand on a présenté Life is Strange le premier, c'était un mélange entre Telltale, Heavy Rain, mais avec notre mécanique du rewind. Et du coup, comment, en gros, moi, j'ai commencé à réfléchir en disant, voilà, moi, mes sujets de prédilection, c'est l'adolescence. C'est vraiment quelque chose c'est une période sur laquelle j'aime énormément écrire. Tu vois, que ce soit aussi con de trucs comme Soda, par exemple, où ça reste du sketch, mais du sketch sur l'adolescence, ou des trucs vachement plus personnels, que ce soit sur Life is Strange ou Life is Strange 2. Je voulais encore une fois creuser un peu ce thème-là. Et du coup, tu vois, tout est parti de cette contrainte de gameplay en disant, si on a un personnage qui peut remonter le temps, ça signifie qu'il peut revenir sur toutes ses décisions. Donc, ça veut dire que c'est un personnage, si tu reviens sur tes décisions, c'est que t'es pas sûr, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à assumer ses décisions. Et du coup, l'espèce d'idée du coming of age et du passage à l'âge adulte, tout a découlé, en fait, de cette espèce de contrainte qui était gravée dans le marbre. Tout l'univers du jeu, après, est parti de là. Donc, voilà, tout le développement. On dit que les contraintes définissent la liberté, ça permet aussi de délimiter un peu ce qu'on veut injecter, faire passer. C'est un jeu qui est connu, salué, à juste titre d'ailleurs, pour le côté émotionnel, le lien qu'il crée, le rapport aux personnages qui sont crédibles, qui sont attachants. Comment on intègre l'émotion, comment on crée de l'attachement sur un jeu, et plus spécifiquement sur Life is Strange, ça a été quoi les grands jalons, les grandes étapes d'écriture? À quel moment tu fais des choix, à quel moment tu dis ça, ce choix il est ancré, je passe à l'étape d'après, pour arriver à ce résultat final qui mélange, oui, du road trip, de l'influence de l'émotion et de la musique aussi, une grosse part d'influence musicale. Est-ce qu'on garde l'émotion qu'on a au début, à la fin, et comment on structure le travail pour arriver jusque là? Alors, justement, la création d'émotions, c'est évidemment quelque chose qu'on cherchait à faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé en disant on veut faire un jeu qui va faire pleurer. Par contre, on a dit, enfin, c'était vraiment depuis le début, on veut créer un jeu où les choix, où le joueur sera investi de ses choix et où les choix qu'il va faire le mettront face
pas au personnage, mais face à lui-même. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a toujours dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans Life is Strange. Il n'y a que des choix avec lesquels vous êtes OK ou pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a que les choix que le joueur va faire. Et je pense que l'émotion provient de l'attachement que tu arrives à créer avec le personnage. C'est-à-dire, c'est pas de la sympathie, c'est-à-dire que c'est pour ça que Max est un personnage, je vais pas dire fade, c'est pas vrai, mais c'est un personnage qui n'a pas de caractéristiques extrêmement fortes de caractère pour que tu puisses mettre énormément de toi quand tu joues. C'est-à-dire que pour moi, quand je joue à Life is Strange, et ce que j'espère que les joueurs font, c'est pas je vais prendre cette décision, qu'est-ce que Max ferait? C'est non, qu'est-ce que moi je ferais? Et le but, c'est pas de créer de la sympathie avec le perso, mais c'est de créer de l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il ressent, tu le ressens aussi. C'est pas de la compréhension d'émotions, c'est du partage d'émotions. Et donc, ça, c'est un peu de la technique, déjà, parce que c'est d'essayer, en fait, je pense, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Je pense que tout le monde autour de cette salle, on a tous des vécus différents, on a tous des backgrounds différents, on a tous des trucs. Par contre, toutes les expériences qu'on a vécues, ça peut se rattacher à des émotions. Et ces émotions-là, c'est là qu'elles sont universelles. Donc, en gros, on va essayer de partir d'émotions fortes. Et chacun pourra se dire, oh putain, ça me rappelle la fois où je me suis fait larguer devant tout le monde. Oh putain, ça me rappelle la fois où j'ai vu quelqu'un que j'aimais se faire humilier. Et cette émotion, cette espèce de malaise qu'on a ressenti, je vais pas me baser sur la mise en scène, je vais essayer de créer cette émotion-là. Et donc forcément, c'est ça qui va réunir un peu tout le monde. Ça, c'est quelque chose de très, très. On met vraiment le doigt sur la scénarisation, le narrative design au sens très large, c'est provoquer de l'émotion et comment on fait. On voit tout de suite le résultat que ça peut donner sur une série télé où on design des personnages qui vont incarner un comportement, une attitude, une émotion ou raisonner avec les spectateurs. Comment on obtient cet équilibre-là en jeu vidéo où en fait il y a quand même des contrôles, des choix, des instances, des étapes et on n'est pas face à un spectacle, on est impliqué dans une expérience. Est-ce que la création de personnages et d'émotions elle est différente en jeu vidéo? Justement, là où c'est extrêmement différent, c'est à la fois un bien comme un mal. C'est que vu que c'est toi qui as la manette en main, déjà, ce que vit le personnage, c'est toi qui le vis. Parce que c'est toi qui as pris les décisions avant, etc. Typiquement, tu regardes une série télé, quand tu arrives à être pris par l'émotion d'une série, c'est super. Mais t'es passif, c'est-à-dire qu'en fait, tu suis la vie des gens, et là où tu te rends compte que le show, tu adores cette série, c'est parce qu'en fait c'est plus la vie des gens qu'on te raconte, c'est ta vie à toi, c'est-à-dire que ce que vit le personnage, putain tu le ressens de plein fouet, et ça c'est génial. Dans le jeu vidéo, c'est à la fois plus simple, parce que c'est toi qui as la manette en main, sauf que si tu t'emmerdes en jouant, le moment où tu vas avoir le choix émotionnel, tu fais ouais, mais je viens de me taper une demi-heure à chercher des bouteilles à la con dans une décharge, vas-y ça me fout en fait, tu vois. Voilà. Donc du coup, il faut toujours avoir l'équilibre entre le moment où là pour le coup tu vas essayer de vraiment te faire passer de la narration et de l'émotion pure et de l'histoire, et ne jamais oublier que t'as beau avoir la meilleure histoire du monde, si le joueur s'emmerde un peu en jouant, et forcément ça va mettre à côté ta licence. Donc c'est difficile parce que c'est des tests, c'est des putain cette séquence là elle est trop longue et que du coup ça fait pâtir la séquence d'après qui marche moins. Du coup il faut peut-être enlever un puzzle ici et rallonger un truc ici. Enfin voilà, c'est fluctuant en fait. Il y a quand même aussi une part qui est importante, c'est l'attente du joueur. Sur Life is Strange, vous avez récupéré un nombre conséquent de récompenses, des awards un peu partout dans le monde. Et là, on vous dit, il faut faire le 2. Alors là, c'est ce qu'on appelle la méga chocotte land. Comment ça se passe? Et justement, ça a été, pour moi, ça a été je vais pas dire un des plus durs moments de ma vie, mais en tout cas professionnellement, c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvé avec, putain, maintenant on a des fans et on a une communauté tellement fantastique qui nous a donné tellement d'amour que on n'a pas le droit de les décevoir. Life is Strange 1, il y avait personne qui nous suivait. Enfin, tu vois, les gens, ils nous connaissaient pas. On avait fait Remember Me, qui avait moyennement marché. Enfin, tu vois, on était un studio lambda. En vrai, on aurait pu crever, ça aurait changé. Bon, tout le monde s'en foutait de Dontnod, tu vois. Sauf que là, avec le succès de Life is Strange, et on a eu la chance, comme tu sais, d'avoir des prix, de pouvoir voyager, discuter avec des fans, recevoir des lettres, vraiment à Dontnod. On s'est dit, putain, on doit faire le 2.
non seulement on a la pression de faire un bon jeu, mais en plus, on se met la pression parce qu'on veut pas trahir la communauté qui s'est créée. On a cette responsabilité-là. Pas parce qu'on a envie qu'ils rachètent notre deuxième jeu, c'est parce qu'on a envie de leur montrer que putain, c'est important pour nous. Donc du coup, la solution de facilité aurait été de faire la suite des aventures de Max et Chloé, ce que tout le monde nous demandait à corps et à cri. Sauf que moi, j'avais plus rien à raconter et aujourd'hui, j'ai toujours pas la suite et j'ai toujours pas envie. Enfin, c'est toujours les personnages que j'aime le plus au monde, mais pour moi, leur histoire, elle est finie. J'ai pas encore eu ce petit ah putain, je pourrais me remettre là-dessus. Donc on s'est dit, pour ne pas souffrir de la comparaison forcément avec le premier Life is Strange, eh ben on va tout changer. C'est-à-dire que Life is Strange, ça se passait dans une petite ville pendant 5 jours. Eh ben on va partir sur une grande histoire partout aux États-Unis pendant 1 an. Tu vois, on avait 2 meilleurs amis, on va prendre 2 frères. Là, je te dis ça, c'est le début de la réflexion, ça n'a pas du tout été ça. Ça n'a pas été. C'était par contre, on s'est retrouvé avec les 2 game directors, donc Michel Cor, Raoul Barbet et moi-même, chez moi, dans mon appart, ou à Dontnod, ou à l'époque, en disant, ok, c'est quoi la suite? Ah tiens, j'ai une idée, ça pourrait être marrant si on avait fait des listes de pouvoir. Et si quelqu'un pouvait toujours forcer les gens à dire la vérité. Ok. Bon, un pouvoir possible. Moi, j'ai pas forcément une idée d'histoire qui me choque, machin. Et si on avait un pouvoir où tu pouvais voir les morts et que du coup, tu pouvais parler aux morts, machin, etc. Qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas. Tu vois, on a vraiment itéré jusqu'au moment où on a eu cette idée de putain. Et imagine, moi j'ai cette image. Et en fait, c'est vraiment venu d'une image où t'avais un petit gamin, machin et tout, qui était sur le bord de la route, son grand frère qui se retourne. Il fait vraiment, tu me casses les couilles. Il vient, il le prend, il le met sur son dos. Tu vois, je sais pas ce que c'est, cette histoire de 2 frères. Et on s'est dit, putain, 2 frères, c'est cool. Putain, on peut raconter un truc sur la filiation. On peut raconter un truc sur l'éducation. On change nos thématiques. Enfin, tu vois, et en gros, tout a déroulé de là. Et alors, comme on est dans l'aspect exécution, est-ce que ton rôle de scénariste intègre aussi la dimension de l'objet fini? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un jeu vidéo, c'est une jaquette, c'est des cinématiques, c'est une manière en fait de présenter le jeu. Est-ce que tu es consulté aussi jusqu'à cette dernière phase où il y a des posters, il y a des trailers, il y a tout un tas d'éléments? Tu travailles aussi sur ces sujets-là? Alors sur Life is Strange, oui, parce que c'est vraiment notre bébé. Enfin, tu vois, c'est avec justement Michel, Raoul et moi, on est vraiment les 3 co-créateurs de Life is Strange. Donc on est involve entre guillemets dans un peu tout. Après, il y a des sujets où moi, j'ai pas vraiment mon mot à dire. Si on me dit ouais, tiens, qu'est-ce que t'en penses et tout, on va faire ça. Je dis, putain, tu vois ça, typiquement, je l'ai découvert en disant ok, chaque jour en fait, on va faire comme une grande fraise. Je fais putain, l'idée est absolument géniale. Bravo, tu vois les trailers. On a fait faire des trailers pour le jeu, etc. C'est pas, j'ai pas forcément mon mot à dire, mais par contre, c'est ouais, on en parle ensemble. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? C'est chacun tu vois, nous on fait très bien notre travail de créateur de jeux. Il y a des gens qui font très très bien leur travail de vendeur de jeux. Voilà, ils nous cassent pas trop les noisettes sur l'aspect créa. Les gars, vendez-le comme vous voulez. Enfin, tant que ça va pas à l'encontre du jeu. Mais non, on a eu la chance d'avoir des gens hyper bienveillants à toutes les étapes du projet. J'ai une dernière question. C'est quoi la patte, Jean-Luc Cano, sur un scénario? C'est quoi le style? C'est la question, c'est la dernière question. Ah ouais, elle est chaude. Tu vois, clame. Je te dirais que c'est alors c'est plusieurs choses. C'est que non, en gros le truc que moi j'amène, c'est une force de travail. C'est-à-dire que je travaille énormément et je bosse beaucoup et je pense que j'essaye de tout faire avec sincérité. Que ce soit des blagues, si je fais une blague, c'est parce qu'elle me fait marrer moi à la base. Si j'écris un truc, c'est parce que ça me touche. Si je bosse avec des gens, c'est parce que je les aime. Et j'essaye d'être le plus sincère possible. Quand j'écris, de me mettre un petit peu à nu. C'est-à-dire quand je te parle de l'émotion que tu vas chercher, parce que cette émotion-là, elle est universelle. Je vais pas te raconter la fois où moi je me suis fait larguer devant tout le monde. Par contre, je vais te raconter ce que j'ai ressenti. Et ça, le fait de se foutre à poil et de regarder à l'intérieur de toi les moments qui ont compté et pourquoi est-ce qu'ils t'ont marqué, que ce soit des joies ou des peines, et le sortir. Non, voilà, ça, je vous le livre. Ça, je crois que c'est un truc que j'apprends et que j'ai appris à faire en tout cas, et que je fais de plus en plus en disant, j'essaie d'aller creuser pour sortir la plus pure émotion, essayer de la faire partager parce que
on est tous les mêmes en fait. Tu vois, au final, on a beau avoir des vies différentes, le sentiment, enfin les émotions sont ultra universelles. Eh bien, je crois que ça va être là-dessus qu'on va se quitter. On va s'applaudir. Alors, je pense qu'on a pris un énorme kiff en t'accueillant. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est toujours un plaisir. Hein, merci. C'est trop cool. Et puis, merci, Julien. Merci à l'ensemble aussi des étudiants qui étaient nombreux ce soir. Je vois aussi Pablo, mon co-animateur habituel, qui est dans le public, donc c'est cool. Merci à Elvis, merci à Alex qui a pris les photos. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine Creative Talk. À très bientôt. Merci.